Voilà. Alors, c'est le 32e et j'ai essayé de vous parler d'un autre. Il y a 2 semaines, on a déjà parlé, on a fait un Filiconi autour de Giorgio Arne et nous avions fait une analyse d'un tableau particulièrement compliqué. D'ailleurs, j'ai été un peu rapide, mais bon, je vais essayer d'en refaire un truc. Sur la tempête de Giorgione, j'ai essayé de vous présenter des thèses un peu compliquées sur la lecture de la tempête de Giorgione. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter en fait ce tableau. Alors, ce tableau date approximativement de 1509-1510. Il a été réalisé par Giorgione, qui meurt en 1510. La date de naissance de Giorgione, c'est 1477, et il meurt en 1510, donc très jeune. Il meurt de la peste à Venise. Ce tableau a été en partie inachevé, et on sait qu'il a été fini par Sebastiano del Piombo. C'est une huile sur toile, cette fois-ci, alors à la différence de Pisanello qui était une tempéra, ça c'est une huile sur toile, et Pisanello c'était un tempéra sur bois, là c'est une huile sur toile, dont le format est 123 par 144. Et ce tableau a toujours porté le titre de Les philosophes. Et donc c'est bien tout ça qui est la problématique, parce qu'il va falloir que j'arrive à vous raconter des choses pour qu'on arrive à comprendre ce que c'est. Alors, la dernière fois on avait déjà parlé un petit peu du peintre, Giorgio Arne, dont le nom était Giorgio Barbarelli ou Zorzi Nave del Lago. Il est né donc en 1477 et il est mort de la peste. Et donc le précédent, on avait vu la tempête. C'est donc un format paysage, cette peinture, qui représente. Alors c'est un tableau qui est assez impressionnant. Il est conservé à Vienne, au Kunstmuseum de Vienne. C'est un tableau qui est au second plan. Je vais essayer de faire ça délicatement. Voilà, au second plan, vous avez ce extraordinaire paysage qui est ou un lever de soleil ou un coucher de soleil. Ça, c'est l'un ou l'autre. Très joli paysage avec des collines, une végétation et une sorte de petit hameau avec un moulin qui est absorbé autour de ça. On remarque évidemment cette chose qui a fait gloser beaucoup, qui est cette montagne bleue et l'intensité absolument sidérante du bleu qui est là. Ça, c'est donc au second plan, dans cette ouverture, dans cette clairière. Et au premier plan, vous avez vous avez donc ce qui fait la relation entre les deux, c'est-à-dire vous avez un bois avec un certain nombre d'arbres, et les deux éléments qu'on voit au premier plan, c'est cette chose étrange sur la gauche qui est probablement une grotte, dont on voit apparaître du feuillage, qui est un feuillage de figuier, dont on parlera, et à droite, on voit apparaître trois personnages. Et alors ces trois personnages n'ont cessé depuis cette peinture de faire gloser infiniment les commentateurs. Et ces personnages, vous en voyez donc un assis jeune, habillé à la grecque en bleu, tenant dans sa main une équerre et un compas. Au centre, vous en voyez un peu moins jeune, mais relativement jeune encore, qui est habillé à la mode musulmane, qui ne tient pas d'objet, mais en tout cas qui est habillé, qui est coiffé d'un turban. Et sur la gauche, vous voyez un homme plus âgé, vêtu à la grecque aussi, et tenant dans sa main un compas et cette chose qui ressemble à une feuille de papier dont on parlera tout à l'heure, et je vous dirai ce qu'il y a dessus et ce qu'on peut bien faire de tout ça. Donc ça, c'est ce qu'on a sur l'indication du tableau, c'est ce que le tableau nous raconte, et ce qui ne nous sert pas à grand-chose parce qu'on ne sait pas quoi faire avec tout ça. Alors, ça, c'était la description. Maintenant, je vais essayer de vous dire ce qu'on a d'un point de vue historique pour arriver à comprendre ce tableau. La première chose qu'on a, c'est qu'en 1525, on a la mention de ce tableau dans un journal d'un collectionneur et érudit vénitien qui s'appelle Marc-Antonio Michele et qui, lui, nomme dès 1525 ce tableau les trois philosophes. Depuis ce temps, ça n'a jamais changé. Et donc, depuis ce temps, on s'interroge évidemment de savoir si est-ce que c'est les rois mages ou est-ce que c'est trois philosophes. Et donc, on a une ambiguïté fondamentale autour de tout ça. Je vais essayer de vous raconter des trucs et essayer de vous dire qu'est-ce qu'on peut faire avec cette affaire. Ça, c'est la première chose. Donc, on a cette mention. On a une deuxième mention historique qui est là. Ça, c'est une des peintures qui a été faite par Ténier en 1651 pour ce qu'on appelle le Theatrum Pictorium, qui était le grand ouvrage qui rassemblait, qui était une sorte de catalogue de la collection de l'archiduc Léopold Guillaume, qu'il avait à Bruxelles. Une collection de plus de 1300 œuvres, donc 300 en avaient été sélectionnées, qui ont donné lieu à un ouvrage colossal,
avec des planches qui représentaient toutes ces œuvres et qu'on appelle le Theatrum Pictorium. Ça, c'est une des peintures de Téniers qui représente une des salles du Theatrum Pictorium de l'archiduc à Bruxelles. Et comme vous pouvez le voir, qu'est-ce qu'on voit tout en haut? Eh bien, on voit les trois philosophes. Sauf que, problème, le tableau est plus grand. Donc, on a deux hypothèses. Ou le tableau qu'on voit ici n'est qu'une copie, ou alors, le tableau que je vous ai montré précédemment a été recoupé. L'hypothèse qui est la plus suivie par les historiens de l'art, c'est de considérer que le tableau ait été recoupé, ce qui semblerait plus logique s'il y a une grotte que la grotte ait été entière. Bon, ça c'est la deuxième chose qu'on a. Ensuite de ça, on a un troisième élément qui est un travail qui a été fait dans les années 30 par un historien de l'art qui s'appelle Johannes Wilders, qui a analysé au rayon X ce tableau. Et en analysant au rayon X, il a découvert des choses. Et il a découvert un certain nombre de trucs. Premièrement, il a découvert plein de repentirs du côté de la grotte. Et surtout, il a découvert que le personnage de gauche était coiffé d'une sorte de coiffe qui en faisait un deuxième personnage, comme celui du centre, avec plutôt un habillement plutôt musulman. Et donc, qui corroborerait l'hypothèse que la première fonction de ce tableau ait été les rois mages. D'autant plus qu'entre-temps, on a redécouvert un texte apocryphe médiéval extrêmement compliqué qui raconte une histoire extrêmement bizarre des rois mages qui se seraient arrêtés devant une grotte à l'intérieur de laquelle Ève aurait caché un trésor pour le Messie. Et donc, ce serait une peinture relativement très cryptée pour l'époque qui présenterait ces trois personnages devant une grotte pour aller chercher un trésor. Problème, c'est que ces rois mages, qu'est-ce qu'ils foutent avec des équerres, des compas et ce truc que le personnage de droite a dans la main? Et bien, ce qui fait que cette thèse, a priori, ne tient pas vraiment et qu'il va falloir essayer d'y réfléchir. Alors, j'essaie de vous montrer le détail de cet objet. Cet objet est une feuille de papier qui manque probablement un bout. Et sur cet objet, vous y voyez un cadran, probablement un cadran astronomique de calcul. Vous y voyez une lune. Et surtout, vous y voyez, alors ici c'est compliqué, et puis c'est pas la meilleure image, enfin si elle n'est pas mauvaise, mais il la faudrait beaucoup plus précise. Ici est écrit en petite écriture, en italien, eclisse, c'est-à-dire éclipse. Alors, j'essaierai de vous présenter des tests pour arriver à comprendre ce que ça fait là. En tout cas, tout ça fait que, et même le jeune homme là, il est, voilà, pourquoi il aurait un compas et une équerre? Si c'est un roi mage, ça n'a pas bien de sens. Puis il est beaucoup trop jeune pour être un roi mage. Donc la thèse du roi mage ne tient pas. Bon, une fois qu'on a ça, c'est-à-dire qu'on a passé tout ça, et que le tableau reste tout autant mystérieux et qu'on ne sait toujours pas quoi faire de ce tableau. Donc il va falloir que j'essaye de vous présenter quelques thèses pour arriver à essayer de vous dire quelque chose autour de ça. Je vais vous présenter, on va faire ça gentiment, hein, je vais vous présenter 9 thèses. Il y a 9 possibilités d'interpréter ce tableau, qui sont des hypothèses, hein, c'est-à-dire des hypothèses de travail que je vais partager avec vous. La première hypothèse est celle donc qui est héritée de Wilders, qui est de considérer que c'est donc effectivement un tableau qui représente les rois mages, en référence à ce texte apocryphe. Une des choses qui permettrait d'adhérer à cette thèse, c'est évidemment la présence du figuier, qui est dans la grotte. Là, ici, vous avez une admirable représentation en figuier ou essentiellement de feuillages de figuier qui sont un peu en suspens. Le figuier qui est évidemment la représentation de la chute adamique, parce qu'à partir du moment où Adam et Ève comprennent ce qu'ils sont, ils voilent leur nudité des feuilles de figuier, et aussi qui représente l'abondance, donc l'abondance d'une nouvelle génération éventuellement. En tout cas, le figuier est là, et c'est compliqué de savoir ce qu'on peut faire de cet objet. Mais bon. Donc ça, c'est la première hypothèse. Donc, on a une représentation très cryptée des rois mages qui renverrait à cette histoire d'une lecture apocryphe de ce trésor caché par Ève pour l'humanité future. Bon, c'est possible, c'est pas impossible. L'autre chose qui évidemment nous embarrasse sur cette hypothèse, c'est que dès 1525, dans le journal de Marc-Antonio Michele, il s'est indiqué comme étant les trois philosophes. Donc, enfin, 15 ans après le tableau, on est déjà sur autre chose. Bon. Deuxième hypothèse, qui est l'hypothèse la moins intelligente, mais je vous la donne quand même.
parce qu'on va toutes les faire. C'est la représentation des 3 âges de la vie. La jeunesse, la maturité et la vieillesse. Alors voilà, c'est fait. Maintenant, voilà. Ça n'a pas grand intérêt intellectuel, c'est mignon. Il y a peu de chances que c'était le sujet de Giorgione pour un tableau qui a coûté aussi cher et qui était aussi bien fait. Mais en tout cas, on peut le poser. Troisième hypothèse, beaucoup plus intéressante, beaucoup plus complexe, c'est que ce serait une représentation. Alors, j'ai oublié de vous dire que c'est un tableau qui a été commandé par une famille richissime de Venise, donc c'est un tableau qui apparaît dans des collections privées. C'est pas un tableau qui est fait ni pour l'église ni pour un espace public. Donc on peut le crypter de ce qu'on veut. D'accord ? La troisième hypothèse pourrait consister à voir que sont représentés dans cette image les 3 monothéismes. Le judaïsme, le christianisme et l'islam. Dans une tentative, on est au tout début du XVIe siècle, dans une tentative de syncrétisme. Alors, je vous expliquerai pourquoi il y a une des raisons profondes que ça puisse être une tentative de syncrétisme. Mais voilà, ça pourrait être une hypothèse. Alors, dans ce cas-là, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'ils foutent avec des équerres, des compas et un papier sur lequel il y a écrit éclipse avec la lune? Ben oui, je sais. C'est que là aussi, ça va pas bien. Mais donc, du coup, il faut trouver autre chose. Quatrième hypothèse. La quatrième hypothèse supposerait que ce que vous voyez ici soit une représentation des sciences, de 3 sciences fondatrices telles qu'elles sont nommées par Platon: la mathématique, l'arithmétique et la géométrie. C'est pas impossible, ça corrobore plutôt assez bien avec ce qu'on voit, puisque le premier, le jeune homme, ça marche assez bien, la mathématique, l'arithmétique. Alors voilà, c'est oui, sur la question de la numérologie, de la question du chiffre dans le monde arabe, ça marcherait à peu près correctement. Et la géométrie, ça marcherait aussi. La question, c'est que vous allez me dire à cet endroit-là, qu'est-ce qu'il fait avec la Lune et qu'est-ce qu'il fait avec le terme éclipse? Bon, ben là aussi, il y a un problème. Mais en tout cas, ça pourrait être une hypothèse. Cinquième hypothèse. Là, ça commence à être des hypothèses un peu plus importantes. Cinquième hypothèse, qui moi m'intéresse, une des hypothèses que je préfère, et une des hypothèses que je défends depuis très longtemps, c'est que cette peinture, on est donc en 1509-1510, on est vraiment pile au centre de la Renaissance, on est pile au centre de l'humanisme, que cette peinture représente, en tant que 3 philosophes, les 3 grands moments de la philosophie occidentale. C'est-à-dire la philosophie antique, et donc qui serait incarnée par Platon, en jaune, la philosophie médiévale, qui serait au centre incarnée par Averroès, le grand commentateur d'Aristote, et enfin, sur le côté, la toute jeune philosophie qui appartient à la Renaissance. Alors, là, on commence à avoir des choses qui commencent à être intéressantes, parce que je vous montre un autre truc. Bon, ça, c'est mes petites affaires. Je vous montre ça. Alors, ça, c'est une fresque qui est à Florence, qui date à peu près de la même, un peu avant. Elle a 25 ans. Elle est 25 ans auparavant. C'est une fresque qui a été faite par Cosimo Rosselli à la Chapelle des Miracles à Florence. Et cette fresque, elle donne le portrait des trois grandes figures de l'humanisme de la Renaissance. Elle donne, ici, vous avez Marsilio Ficino. Ici, vous avez Pico della Mirandola, et ici, vous avez Agnolo Poliziano, qui est le poète. Donc, vous avez 2 théoriciens et un poète. Tout l'humanisme a toujours été considéré, dès l'époque, comme étant entre les mains de tous ces personnages. Une des hypothèses qui pourrait être entendue, c'est que le personnage du centre de cette peinture, pas du centre, le personnage en bleu, soit ou d'une représentation de Marcille Ficin, ou peut-être plus exactement une représentation de Pic de la Mirandole. Alors, si c'est une représentation de Pic de la Mirandole, ça va être encore beaucoup plus intéressant parce que Pic de la Mirandole va proposer un certain nombre de choses extrêmement importantes, notamment l'idée dans l'humanisme de ce qu'il appelle une philosophie universaliste. Et donc, vous auriez, parce que vous avez la synthèse de ces trois philosophies. Je vous en recommanderai un truc par la suite. Mais en tout cas, c'est une des hypothèses qui seraient les 3 âges de la philosophie occidentale: l'âge antique avec Platon, l'âge médiéval avec Averroès, et l'âge moderne, peut-être avec une figure comme celle de Pic de la Mirandole. Pic de la Mirandole qui est mort 15 ans avant ce tableau.
et qui est une des figures les plus emblématiques, les plus scandaleuses de la question de la Renaissance, mais c'est la figure absolue de l'humanisme. Je vous en reparlerai tout à l'heure sur une autre interprétation possible du tableau. Sixième interprétation. Alors une interprétation qui est, elle, extrêmement compliquée. Enfin, très compliquée, non, mais compliquée parce qu'il faut aller chercher loin. C'est une interprétation qui donc suit le commentaire qui a été fait en 1525, et donc de considérer qu'il s'agit bien de 3 philosophes. Mais dans ce cas-là, la question, c'est est-ce qu'on est en mesure d'identifier les 3 philosophes à partir de ce qu'ils ont? Alors, ça fait des décennies et des décennies que tout le monde se chafouine et qu'on se chafouine beaucoup pour savoir qui ça peut être. Alors, il y a eu plein de débats, etc. Moi, j'en arrive aujourd'hui à vous proposer 3 noms pour les comprendre et pour comprendre qui ils sont. Ici, formant cet angle droit, je propose que ça puisse être Pythagore. Voilà. Alors, on pourra en reparler. Au centre, debout, alors ça c'est d'autres théoriciens qui ont revendiqué que ça puisse être lui, qui est un mathématicien et un philosophe extrêmement important dont je vais reparler, qui est Phérécyde de Syros. Et ici, en jaune, Aristarque de Samos. Alors, pourquoi tout ça et qu'est-ce que ça donne? Lui, Pythagore, s'il fallait faire une synthèse, Pythagore, c'est de la philosophie du nombre. Phérécyde de Syros, c'est un philosophe qu'on a complètement oublié, mais qui est un philosophe extrêmement important, qui est le premier théoricien à avoir pensé cette chose délirante du concept d'individualité des âmes. Et qui a toujours été considéré, d'où la possibilité d'interpréter de cette manière-là, c'est qu'on a toujours considéré que Phérécyde de Syros n'était pas justement de l'île de Syros en Amérique Égée, mais que c'était un Syrien. D'où la raison pour laquelle il pourrait être habillé en habits orientaux. C'est une des hypothèses, et qui permettrait, alors on va voir avec le dernier, et évidemment le dernier, Aristarque de Samos, qui est lui le grand fondateur de l'astronomie antique. Et ce qui serait dans ce cas-là beaucoup plus logique avec ce qu'il a entre les mains et le papier qu'il a entre les mains. Et donc vous auriez ici le truc qui serait le plus proche de l'interprétation originelle de ce tableau, c'est que vous auriez un tableau relativement crypté de 3 philosophes, un philosophe fondateur de la philosophie du nombre, un philosophe fondateur de l'individualité et de l'immortalité de l'âme, et un philosophe qui est fondateur et interrogateur de l'astronomie. De l'astronomie, on va dire. Pas de l'astrologie, de l'astronomie. Et donc, dans ce cas-là, à partir de ça, on aurait les trois grands fondements de l'humanisme de la Renaissance, et entre autres, là aussi, des théories de Pic de la Mirandole, puisque Pic de la Mirandole va se resservir de toutes ces théories, à la fois la théorie d'une philosophie du nombre, la philosophie d'une immortalité de l'âme, et celle d'un calcul astronomique du monde, quand il rédigera ce texte qui a été mis à l'index, qui s'appelle les 900 conclusions théologico-kabbalistiques, tout court, théologico-kabbalistique. Voilà, 900 conclusions théologico-kabbalistiques qui sont aussi fondées sur ces 3 principes. Donc, ce qui serait aussi une des possibilités, à la fois de comprendre l'hypothèse précédente et de voir dans le jeune homme en vert la philosophie de la Renaissance, si on le voit à partir de la question que, ici, c'est Pythagore, puisque Pic de la Mirandole fonde l'introduction de ces 900 conclusions théologico-kabbalistiques sur l'héritage de Pythagore, et donc qui sont importants. Souvenez-vous que la dernière fois, je vous ai proposé une interprétation de la tempête à partir de Pythagore, et que vous allez voir pourquoi c'est intéressant, parce que ça va nous permettre de proposer une interprétation kabbalistique. Mais j'en reparlerai dans 2 petites minutes. Je crois que ça doit être la septième interprétation. Il en reste que 3, hein, ça va. 7e interprétation, il pourrait être possible, totalement possible, que cette représentation, parce que c'était très très en vogue à l'époque, cette représentation soit une représentation de l'attente de l'Antéchrist. Tout à fait envisageable. Absolument aucun problème. Et notamment parce que ça s'est fait beaucoup à l'époque sur les fameux diagrammes astrologiques et justement sur les problématiques de l'éclipse. D'où le papier qui serait tenu par le personnage en jaune, sur lequel il y a un cadran astrologique, une lune et le mot éclipse. Donc, autre hypothèse, ce tableau pourrait être une figure de l'attente de l'Antéchrist. Figure extrêmement cryptée, qui appartiendrait encore évidemment aux figures assez intellectuelles de l'époque. 8e interprétation. Alors, c'est là où on va commencer à rigoler. 8e interprétation, on y arrive. Voilà. Alors, 8e interprétation, il faut que je vous montre cette image
qui est donc le moment, oui, vous connaissez, mais quand vous commencez à connaître mes petites habitudes d'aller chercher des structures dans toutes les œuvres. Cette image, donc l'image à partir du pentagramme, mais le pentagramme n'est pas suffisant, il faut aussi le voir à partir de la question de l'hésagramme. Donc mon hypothèse est que le tableau soit constitué à partir d'une double structure, penta et hexagrammatique. Là, vous avez un hexagramme et là, vous avez un pentagramme. Alors, qu'est-ce que tout ça ça fait? Alors, en fait, ce qui voudrait dire, ce serait une synthèse des précédentes hypothèses et que vous auriez ici, c'est bien le texte des trois philosophes. Alors même d'ailleurs, il faudrait quasiment poser ce tableau comme n'étant pas la représentation des trois philosophes, mais la représentation de la philosophie, comme une synthèse entre la philosophie antique jusqu'à la philosophie contemporaine, et qui se ferait donc à partir d'abord de la structure pentagrammatique, dans ce sens-là, et la structure pentagrammatique, c'est celle de l'homme positif. Je vous rappelle que à peine 12 ans avant ça, en 1492, Leonardo da Vinci a fait son homme de Vitruve. C'est exactement le même modèle. L'homme de Vitruve est construit dans une structure pentagrammatique. Ça a été un truc, tout le monde en a parlé, ça a été un truc extrêmement important dans l'histoire de l'art et dans l'histoire des représentations. Donc là, vous pourriez le retrouver, mais non pas à partir d'un corps comme chez Léonard de Vinci, mais à partir d'une structure conceptuelle et à partir de trois pensées, qui serait peut-être encore la question du nombre, de l'immortalité et du cosmos. C'est possible qu'on puisse le voir à partir de ces trois choses-là. Donc, dans ce sens-là, évidemment, le pentagramme représente ce qu'on appelle l'homme parfait, c'est-à-dire l'homme de la Renaissance, et que cette perfection est constituée à partir de la philosophie et à partir des 5 vertus qui sont toujours dans le même sens, la sagesse, l'amour, la vérité, la justice et la bonté, qui seraient donc constituées à l'intérieur de ce pentagramme. Il faut se souvenir évidemment que le pentagramme, c'est donc la structure noire que vous avez au centre. Autour, vous avez le pentagramme en jaune qui représente l'humanité matérielle, et le cercle qui est représenté autour, c'est ce qu'on représente le cosmos. C'est-à-dire que le pentagramme jaune, c'est le microcosme, le cercle rouge, dans la tradition kabbalistique et dans la tradition des interprétations de l'époque, et notamment chez Pic de la Mirandole, le cercle est le cosmos. Donc vous auriez à la fois un cercle dans lequel vous mettez un microcosme, et le microcosme, c'est évidemment l'homme. Or, quel est l'énoncé central de la Renaissance? C'est évidemment de poser au centre de toutes les représentations le microcosme, c'est-à-dire l'homme. L'homme est au centre de tout ça. Et donc vous pourriez l'avoir aussi si vous le faites cette fois-ci sur l'hexagramme. Et là, vous avez donc l'hexagramme qui est la perfection en fait de la structure du monde. Et donc vous avez au centre de tout ça évidemment la tête de l'être et sa démultiplication autour de tout ça. Et donc là, vous avez effectivement à partir de l'hexagramme la représentation du cosmos, et le cosmos se fabrique à partir de 2 triangles. Le triangle qui va vers le bas, qui est le triangle de la pensée, le triangle qui va vers le haut, qui est celui de la matière. C'est-à-dire vous partez de la matière pour aller vers la pensée, et inversement de l'autre côté, vous parlez de l'esprit pour descendre vers la matière. Et vous auriez donc là aussi une grande synthèse des théories de l'humanisme et une grande synthèse de Pic de la Mirandole. Et enfin, ce qui est tout à fait possible, et donc on s'y serait, donc là pour le coup, si je conclue pas, ça n'a pas d'intérêt. Ce qui est important de comprendre à cet endroit-là, c'est que là, ça en ferait donc une peinture avec effectivement des philosophes, qui deviendrait une peinture dite kabbalistique. Il faut vous souvenir évidemment qu'une des grandes thèses de Pic de la Mirandole et une des grandes thèses de la fin du XVe et du début du XVIe, c'est ce qu'on appelle la production d'une Kabbale chrétienne. La Kabbale chrétienne, c'est tout le travail de Pic de la Mirandole. La Kabbale chrétienne, c'est une synthèse qui serait une synthèse de la philosophie grecque, une synthèse de la Kabbale juive, pour pouvoir démontrer la puissance de la chrétienté. Donc on peut très bien imaginer que voilà, cette peinture pourrait être ça, ce serait une des hypothèses, que cette peinture serait d'un point de vue très chiffré, depuis Pic de la Mirandole, un commentaire sur la Kabbale chrétienne. Et dernier commentaire, voilà, je reviens sur celui-ci, dernier commentaire, qui est un autre commentaire assez simple. On maintiendrait l'image qu'on a 3 philosophies, la philosophie antique, la philosophie médiévale et la philosophie moderne, contemporaine pour l'époque, et que vous auriez là une image du mythe de la caverne. C'est-à-dire ce que ces 3 philosophes seraient en fonction des 3 âges de la pensée de la philosophie, c'est-à-dire depuis l'Antiquité platonicienne
en sachant que Platon n'a cessé d'interpréter ces choses-là depuis la question des mythes et depuis l'astronomie. Vous auriez ça sur la question de la tradition médiévale et de la tradition avéroïenne, et vous auriez ça depuis la jeune philosophie renaissante. Vous auriez cette question de cette éternelle interrogation de l'être devant ce que Platon avait nommé comme cette grotte. Alors eux sont à l'extérieur, c'est-à-dire que eux sont déjà du côté du monde, déjà du côté du réel, et déjà du côté du monde des idées. Ils ne sont pas aliénés à l'intérieur de la grotte. Mais vous auriez ça, c'est une pure pensée spéculative depuis ce qui fait l'histoire de la représentation, qui est la question originelle du mythe de la caverne. Et donc vous auriez donc une sorte, à partir de ce moment-là, une sorte de tableau relativement conceptuel qui serait une sorte d'interrogation, double interrogation sur qu'est-ce que l'image et qu'est-ce que l'image qui s'interroge en tant qu'image de l'image à l'intérieur, puisque c'est ça que ça ferait. Voilà ce que j'ai à vous proposer pour aujourd'hui, pour cet objet, qui est un objet très particulier. C'est une peinture que je trouve absolument... moi, j'ai un amour absolu pour cette peinture, qui est une peinture qui résiste absolu. Je vous en ai proposé 9 interprétations. Ces 9 interprétations sont peut-être toutes strictement fausses. Mais la question, on s'en fout que ce soit vrai ou faux. Ce sont des possibilités de lecture de ce tableau. Libre à vous de m'en proposer une 10e ou une 12e. Je suis tout à fait preneur et je suis ravi d'en discuter avec vous. En tout cas, voilà ce que j'ai essayé de vous proposer comme première interprétation, comme premier niveau d'interprétation de ce tableau.